Jérôme Diamant-Berger, ce n'est pas le premier film que vous réalisez dans lequel la musique joue un rôle important. Je pense à votre film L'Unique avec Julia Misiones-Johnson et à d'autres. Est-ce que la musique est pour vous un sujet de prédilection ? C'est un sujet essentiel. Et c'est vrai que avec le film qu'on vient de terminer avec Béatrice Thiriet, j'ai réalisé une espèce de rêve, c'est-à-dire une espèce de fusion totale entre mon sujet et la musique. Donc, en effet, j'avais commencé ma carrière cinématographique avec un film musical très complexe parce qu'il s'agissait de raconter une histoire qui se passe aujourd'hui, mais qu'on a tournée il y a une trentaine d'années et qui est l'histoire d'un complexe au niveau technique, qui est l'histoire d'une chanteuse qu'on remplaçait par son hologramme. Voilà. Oui. Bien sûr. Voilà, alors en faisant ce film, vous aviez plusieurs approches possibles, évidemment, pour cerner la personnalité de l'artiste qu'est Béatrice Thiriet. Comment définiriez-vous l'approche qui a été la vôtre ? Alors, l'idée, parce que comme on se connaît depuis quelques années et que quelque chose me fascinait dans ce quotidien que je partage parfois, souvent avec Béatrice, c'était le mystère de la création. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que je comprenais pas. Elle me disait, moi, de temps en temps, j'ai un orchestre dans la tête. Parce que je lui parlais, elle répondait pas. Je lui dis, mais t'es où là ? Je dis, ah bah excuse-moi, j'avais un orchestre dans la tête. Et j'ai dit, mais comment on peut avoir un orchestre dans la tête ? Et donc souvent, elle parle de ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne compose pas. C'est ça que je comprenais pas au début. Elle ne compose pas en jouant au piano, parce qu'elle est pianiste, évidemment. Non, elle compose dans sa tête. Dans sa tête. Et puis à un moment, ça sort. Voilà. Et c'est ça que je voulais relater, en fait. Parce que pour moi, c'est de l'alchimie. C'est une alchimie. Alors nous, quand on fait des films, on a aussi ce processus, mais qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus étendu dans le temps, etc. Les musiciens, les compositeurs, et Béatrice en particulier, voilà, elle ça a l'air très concentré. Et ça se passe aussi le jour, et ça se passe la nuit. Voilà, et donc voilà, je voulais raconter ça, et bon, j'espère que j'y ai réussi. Voilà. Il me semble que vous avez tout à fait réussi. Alors j'aurais bien aimé vous entendre sur certaines scènes du film. Je pense à ces scènes pleines de fantaisie, oniriques, qui rythment le film. La scène sur Mozart et l'oiseau, la scène que j'appellerais la scène du piano au candélabre, la scène où vous croquez un portrait très réussi de notre président. Pour vous, quel est le rôle de ces scènes dans l'économie d'ensemble du film ? Alors, déjà, bon, ces scènes, elles sont quand même nées de discussions que j'ai depuis très longtemps avec Béatrice, et parce qu'elle me disait, voilà, pour moi, il y a l'histoire parce qu'elle a un ancêtre qui a été général d'Empire, etc. Donc, et j'ai dit, mais comment on va pouvoir raconter ça quand même ? Enfin, elle peut le raconter, mais il fallait l'idée, c'est que dans ce film, on a décidé d'essayer de montrer tout ce qu'elle raconte, voilà. Et donc on a été, je pense, jusqu'au bout. Après, Béatrice vous expliquera pourquoi, par exemple, pourquoi le président de la République apparaît dans le film et comment ça s'est fait. Et puis il y a aussi une chose, c'est que avec Béatrice, moi j'ai tourné un certain nombre de films ces dernières années, dont en effet au moins trois docu-fictions, hein, où je travaillais, ça m'intéresse beaucoup, le rapport entre réalité et fiction. C'est vraiment sortir du cinéma pour aller vers la dimension du documentaire, mais tout en gardant l'esprit du cinéma, et donc jouer en effet entre la fiction et la réalité, et donc dans ces rêves éveillés, ça c'est de la fiction. Voilà, ça c'est tout d'un coup la fiction qui rentre dans le documentaire. D'accord. Et dans son imaginaire. Voilà. Et alors, il me semble que vous avez dans ce film soit l'un, soit l'autre de vous deux, mais tous les deux, vous avez une intention didactique. Ce film, il me semble, a le souci non pas de nous raconter ce que vous avez fait dans le domaine musical, Béatrice Thiriet, mais bien plutôt comment vous l'avez fait. Comment, si j'ose dire, fonctionne une compositrice dans son travail. Il me semble que c'était le but du film.
Bah oui, c'était son idée. Je crois il vient bien de le raconter, Jérôme. C'est-à-dire qu'il il voit comment j'accouche en fait de mes musiques et que c'est en secret. D'ailleurs, cette décision que je prends petite de devenir compositrice, parce que j'ai la chance d'avoir une professeure qui sent mon talent très vite, qui sent mon don et qui sait me raconter des histoires. Donc, elle me raconte l'histoire de Mozart et l'histoire de Schumann. C'est ce que je raconte dans le film. En fait, Mozart est devenu un ami imaginaire. C'est-à-dire qu'elle savait mettre à ma portée, et puis surtout, elle savait aussi me raconter qu'il avait été enfant comme moi. Et là, elle a touché cet endroit que je ne connaissais pas, qui est que je voulais être compositrice. Donc, toute petite, et le film raconte ça tout au début, j'ai pas de cadeau d'anniversaire pour ma mère, j'ai entre 5 et 7 ans, je me rappelle plus exactement, et j'écris une musique. Et ça, c'est pas normal. Donc, on a déjà repéré mon talent de pianiste, hein, j'étais déjà super forte, ça, j'étais très à l'aise. Mais ce truc intérieur de raconter une musique, d'explorer quelque chose de musical, je le fais toute seule. D'ailleurs, dans mon enfance, en fait, je viens d'une famille nombreuse. Toutes les heures liées à la musique sont ma solitude. Ma solitude sur ce piano droit où j'étudie, ma solitude de mes envies où j'arrive à écrire une musique. Voyez, il faut le faire quand même parce que vous savez, moi, je vois des enfants. Là, je suis aussi enseignante aujourd'hui. Et le fait de prendre du papier à musique, d'écrire toutes les notes, de se dire qu'on peut le faire, bah, chez moi, ça a été très naturel. Et puis voilà. Et vous venez de dire que vous avez été enseignante. Et ça rejoint quelque chose que vous avez dit. Le monde, l'univers d'un compositeur, c'est quelque chose d'étrange pour un profane. Et il me semble que c'est ça. Vous avez ce souci de dire aux gens, voilà comment ça fonctionne un peu. Enfin, on ne peut pas aller trop loin dans ce domaine, mais un peu. Vous en trouvez une porte sur le monde de la création musicale. Voilà ce que je veux dire. Ouais, alors moi, il y avait une scène que je voulais absolument réussir à faire. Je ne savais pas comment on allait la faire. On savait quand même que ça devait se passer dans une forêt, voilà. Et parce qu'il y a les bruits de la forêt qui peuvent inspirer Béatrice, qui en plus dans un film de Pascal Ferrand qui s'appelle Bird People a utilisé les oiseaux comme instrument de musique, comme un compositeur célèbre. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Et donc un peu par hasard, on s'est arrêté dans une forêt qui est très importante dans la vie de Béatrice. Enfin, il faut voir le film pour le comprendre. Et là, tout d'un coup, je l'ai vu s'asseoir sur un banc en pierre devant une petite chapelle où ses parents s'étaient mariés quelques dizaines d'années auparavant. Et là, je l'ai vu se mettre dans cette situation où je l'ai déjà vu auparavant, c'est-à-dire se mettre en situation d'écoute et en même temps de création. Et je l'ai filmé. Et voilà. Et donc, tout d'un coup, j'ai réussi à faire cette scène. C'était pas du tout prévu, voilà, que ça se passe comme ça. Et je pense que là, je suis très content. C'est vraiment la scène dans le film. Oui, c'est la scène dans le film où oui. D'accord. Alors, si j'ai bien lu le générique de fin, c'est un film que vous avez écrit à deux, avec un gros travail préparatoire, mais j'imagine aussi, puisque c'est un documentaire, une part d'improvisation. Bah oui, déjà, il y a beaucoup de conversations. Hein, il y a eu on a filmé beaucoup. Voilà, moi j'avais une construction, on avait une construction avec un scénario, et c'est vrai que il y avait des choses. Enfin, j'avais pas envie qu'on échappe à des choses de mon discours. C'est vrai que moi, maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années que je compose. J'ai réfléchi à ma composition, j'ai été interviewée, j'ai construit un discours. Et il y avait quelque chose, parce que moi aussi, évidemment que moi aussi, ça m'a fascinée, parce que ça m'a posé question de savoir pourquoi j'avais fait ça. Voilà. Et vous savez, il y a des fois, quand on fait un métier comme compositrice, la création, c'est pas très facile. Il y a des fois, je me dis, mais pourquoi tu as choisi ça quand même ? C'était pas la facilité. Et pourtant, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Comme ces musiques qui me traversent, comme Jérôme vient de raconter. Comme c'est vrai que quelquefois, quand j'écris pour un orchestre, je me réveille la nuit et je me dis, il faut que tu corriges les bois, ça sonne pas, etc. Et que tout ça, c'est dans ma tête. Et qu'il y a encore, après une redécouverte, quand j'enregistre avec l'orchestre, mais c'est vraiment un travail très profond, très à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est un espace musique qui est très profond en moi.
Voilà. Je vais rebondir sur votre mot improvisation, parce que d'abord c'est très important dans la vie de Béatrice, parce que c'est une grande improvisatrice. D'ailleurs, rare en matière de musique classique d'ailleurs. Oui. Voilà, et d'ailleurs cet après-midi elle fait un ciné-concert sur les films muets d'Alice Guy, et elle improvise. Et il y a très très peu de gens qui savent faire ça. Et c'est-à-dire qu'elle improvise en composant. C'est-à-dire que ce qu'elle va faire cet après-midi, c'est une composition en fait. Et ça, je voulais qu'on retrouve ça dans le film. Et je voulais qu'on retrouve ça aussi dans le tournage. Pendant le tournage, qu'on se laisse cette marge d'improvisation possible. Alors, il y avait des choses qui étaient prévues, il y avait un plan de travail, etc. Mais on s'est laissé. Et grâce à un choix technique dont je ne vous parlerai pas parce qu'il faut aller voir le film, et j'en parlerai peut-être une fois que les gens auront vu le film, on a pu avoir cette grande liberté. Et en effet, le film ressemble à Béatrice à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des parties improvisées et des parties très construites. D'accord. Ah oui. Alors, j'aurais bien aimé vous entendre sur une question, c'est un détail, mais c'est important, je crois. J'aurais bien aimé vous entendre sur le choix du morceau de musique, vous y avez fait allusion d'ailleurs, que l'on entend au tout début du film. Ah, sur les appos ? Oui. Alors, les appos, c'est quelque chose qui est en rapport avec le film Bird People de Pascal Ferrand. Et voilà, si vous avez vu le film, mais c'est pareil, je crois qu'on va le montrer, il ne faut pas que je raconte ce film parce qu'il y a quelque chose, il y a une transformation dans ce film dont j'aimerais pas parler là, parce qu'il faut vraiment aller voir le film pour vivre ce moment-là. Donc il y avait un rapport, comme dans le titre, avec les oiseaux. Et vous voyez, quand je me mets en marche sur une composition de musique de film, il y a comme un compagnonnage avec le cinéaste ou la cinéaste avec qui je travaille. Et donc, pour les besoins du film, au bout d'un moment, j'ai trouvé un fabricant d'appos. Et alors, des appos pas pour la chasse, des appos qui représentent vraiment pour garder le chant des oiseaux. Et quand on a enregistré la musique de Bird People, j'ai proposé à l'orchestre, on avait un orchestre de 40 musiciens, de faire une petite séance d'impro en mélangeant des instruments et des appos. Finalement, on n'en a presque rien gardé dans le film parce qu'il y avait aussi toutes mes constructions, tout ce qui était écrit et tout. On l'a amené un tout petit peu. Et j'ai toujours eu cette boîte d'appos. Et là, pour le film, j'ai eu envie de travailler avec des musiciens et de construire des pièces avec ces appos. Et il y a 4 pièces qui font référence aux oiseaux dans le film. Il y a les appos. Il y a la pièce de musique qui a été créée pour le film dont Jérôme vient de parler, Dans la forêt, les bruits de la forêt, où là, et il y a un dernier morceau qui s'appelle Les oiseaux, d'après Aristophane, parce que j'ai un rêve, alors là, je ne sais pas si, mais je vais arriver à le... C'est de faire quelque chose sur les oiseaux d'Aristophane, voilà. La République des oiseaux d'Aristophane, qui est une utopie, un travail sur l'utopie. C'est vrai que moi, la vie politique m'intéresse aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a un clin d'œil à la disposition politique de notre président vis-à-vis de la culture et à cette histoire, moi, que j'ai trouvé lamentable de dire que la culture n'était pas essentielle pendant le confinement. Parce que pour moi, la culture, c'est une nourriture, c'est un bien essentiel. Je pense que ça a manqué terriblement. Je pense que grâce au ciel, là, on voit que les gens sont en train de revenir au cinéma en ce moment et dans les salles de concert et partout. Mais c'était quand même dingue de voir qu'on était dans un pays avec un président qui prétend être lettré, avoir fait de la philosophie, avoir même joué du théâtre et qui dit « la culture, c'est pas essentiel ». Et donc, il y avait ce fabuleux discours auquel je n'ai rien compris, où il parlait d'enfourcher le tigre. Et nous, dans le film, puisqu'on est en Corse, on enfourche l'âne de la culture. C'est un peu comme si on disait que respirer n'est pas utile à la vie. Bien sûr. Voilà. Alors, Béatrice Thiriet, vous auriez pu devenir, vous l'avez dit, mais j'aimerais que vous reveniez quand même là-dessus, ça c'est très important, c'est très mystérieux et très important. Vous auriez pu devenir interprète, pianiste concertante, mais vous avez choisi la composition. Et j'ai l'impression que ce choix n'a pas été facile. D'ailleurs, vous le dites. Vous dites à un moment, et puis j'ai fini par oser, ou un truc comme ça. À savoir, pendant pas mal de temps, vous avez dit, non, je ne peux pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop lourd à porter. Ça a été quelque chose d'assez long, j'imagine, pour que vous puissiez mûrir cette décision. Oui, alors, oui, j'avais très envie d'être interprète et en même temps, l'interprétation creusait
creuser une distance avec tout. Vous savez, déjà, pour être interprète, il faut travailler 5, 6, 7 heures de piano par jour, y compris, je l'ai fait pendant l'adolescence, à des moments où on a quand même plutôt besoin des autres. Et cette rencontre avec Michael Roudy, mon prof, qui était un virtuose international, a été un de mes profs, mais celui qui m'a le plus marqué, a été déterminante pour que je me dise, mais j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai pas du tout envie d'avoir la vie qu'il a. Mais cette angoisse oui, parce qu'en plus, j'étais une compositrice, j'avais des références classiques. À l'époque, la musique contemporaine ne m'intéressait pas. J'ai un chemin très particulier par rapport à l'écriture. Je trouvais que l'école des années 50, post-dodécaphonie, ça ne m'intéressait pas. La musique sérielle et tout, ça ne m'intéressait pas. Je trouvais ça assez élitiste. Et surtout, je n'aimais pas cette musique. Bon, sinon, il y avait Messiaen. Alors, peut-être les oiseaux, vous voyez, là. Oui. Mais Messiaen, c'était Messiaen. Et alors, voilà, vous êtes une jeune fille de 17 ans. Vous êtes très déterminée et vous avez comme école et comme portrait à qui vous comparez Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Scriabine, Chopin. C'est pas très facile. Où est-ce que vous vous mettez là-dedans? Voilà. Et Berlioz, voilà, j'étais fan de Berlioz. Vous voyez, j'écoutais ça en boucle. Hein. Et voilà, votre prof de composition et directeur du conservatoire ou des gens très intéressants comme Marius Constant vous dit, mais Béatrice, vous êtes compositrice. Et vous dites, mais ils sont dingues. Ils sont quand même dingues. Et pourtant, vous composez en secret. Donc. Et c'est là où il y a ce match. Voilà. Et au bout d'un moment, voilà, j'ose. Et j'ose aussi grâce au cinéma, finalement. Et grâce à Pascal Ferrand, qui me confie la musique de son premier long-métrage, Petits arrangements avec les morts, et où je vais chercher comme interprète des membres de l'ensemble intercontemporain. Et c'est là où j'ai compris un truc que je viens de réaliser il n'y a pas longtemps, quand j'ai écrit la musique du prochain long-métrage de Brigitte Si qui s'appelle « Le bonheur est pour demain », où j'ai composé une musique pour viol de gambe. Donc c'est un film qui va sortir en 2023. Une grande pièce pour viol de gambe et qui enrichit le répertoire de la viole de gambe. Parce que c'est pas un néoclassique, c'est une pièce d'aujourd'hui pour la viole de gambe. Et je me suis rendu compte, le cinéma m'a aidée à oser être compositrice. Il n'y a pas beaucoup de compositeurs de musique de film qui vont vous parler comme moi. Hein. Mais parce que j'ai la chance de travailler avec des cinéastes qui me demandent cette originalité, qui me demandent cet effort de création, de créer, pas pour du chiquet, d'accoucher d'une musique nouvelle pour leur film. Alors justement, ça tombe bien que vous disiez cela, parce que la question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Quand on écrit une symphonie, un opéra, une cantate, on dispose d'une grande liberté. Bon, il y a les lois du genre, mais un artiste est là pour les transcender. Alors qu'avec la musique de film, le compositeur se met, dans une certaine mesure, au service de quelqu'un d'autre. Est-ce que cette dépendance relative peut être pesante, ou est-ce que c'est plutôt un tremplin, une aide que les images du film peuvent, je dirais, nourrir votre imagination musicale? Je peux dire un mot avant que Béatrice parle. Parce que j'ai aussi travaillé avec Béatrice comme compositrice sur des films que j'avais faits. Et en fait, c'est la surprise totale avec Béatrice, parce que ça ajoute quelque chose à votre travail. Ce n'est pas une illustration, elle ne travaille pas du tout. Elle fait pas, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui font un peu d'illustration, disons, qui arrangent les choses sur les films, etc. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle amène elle fait un travail d'auteur qui alors, elle vous en parlera peut-être mieux que moi, évidemment, mais qui est parallèle au film et qui d'ailleurs elle ne travaille pas à l'image. Il y a des compositeurs qui travaillent à l'image. Elle ne travaille pas à l'image. Elle voit le film, après elle rentre dans sa bulle, elle compose quelque chose, etc. Et ensuite elle amène son travail et là tout d'un coup c'est la magie. C'est-à-dire que je travaille avec l'image, je ne travaille pas à l'image. L'idée, c'est pas de souligner quand une porte se ferme ou quand quelqu'un... Miles Davis, improvisant devant Ascenseur pour l'échafaud. Si. Non, moi, c'est pas pareil. En fait, moi, je lis le scénario, je regarde le long métrage. Des fois, je vois des longs métrages, vous savez, dans des formes que personne n'a jamais vues. J'ai vu une version de Lady Chatterley de 4h20. C'est un des plus beaux films que j'ai vus. Il passera jamais au cinéma. Oui, bien sûr. Donc, quand je vois le film, moi... Après, je regarde le film, je regarde tout, je regarde les images et après, je travaille. C'est-à-dire que je ferme mes yeux et j'entends la musique.
et je discute surtout avec le cinéaste et la cinéaste, et j'apprends tout en les écoutant. Parce que eux, en fait, ils peuvent pas faire ce que je vais faire. Ils ont pas cette technique de création. Ils ont pas c'est tout. Ils savent pas. Donc, j'essaye de comprendre d'eux ce qui ferait à ma place. Donc, c'est un travail. Pascal Ferrand a dit le mot d'altérité. Et c'est génial comme idée. C'est-à-dire que... Mais quelquefois, d'ailleurs, je suis obligée de désobéir à ce qu'ils me proposent. La différence, c'est par exemple, dans le film, on parle d'une création que je fais qui est Vocerù, où je suis complètement libre puisque j'écris le livret et la musique. Et bien là, je me bats avec une idée qui était de travailler sur le deuil en Corse et sur ce chant funéraire qui est le chant de vengeance, que personne ne connaît plus parce que, heureusement, il n'est plus utilisé. Donc, c'est à partir de cette boîte vide que je vais construire un matériel dont je serai responsable d'un bout à l'autre. Au cinéma, il y a un compagnonnage. Il travaille à deux. Ouais. Oui, d'ailleurs, travailler avec un compositeur ou une compositrice sur un film, c'est un peu travailler comme avec un grand acteur ou une grande actrice. Moi, j'ai eu le problème avec Miguenes, justement, on en parlait au début. Et en fait, ça a été un combat, mais un combat qui a fini par devenir une œuvre, en fait. D'accord. Donc... Moi, j'ai l'impression de ne pas combattre, j'ai l'impression de désirer la musique du film beaucoup plus fort et d'y arriver puisque j'ai la technique pour le faire et d'aider le cinéaste à finir son œuvre. Mais vous ne pouvez travailler qu'avec un metteur en scène avec lequel vous vous entendez bien. Ah ben si, avec moi, de toute façon, ça passe ou ça casse. Si le dialogue se fait pas, on n'arrive pas. Et ça passe par des moments... En plus, vous savez, il y a des gens avec qui je travaille depuis 25 ans. Ce qui est le cas de Pascal Ferrand, Dominique Cabrera. Donc, il y a des moments de tension dans nos relations de travail qui n'altèrent pas la profondeur de l'admiration, par exemple, que je leur porte. Mais il y a des moments où, effectivement, on n'est pas d'accord. Et moi, j'essaye de rester sur cette posture où c'est pas de la négociation, c'est vraiment de la construction. Voilà, à deux. Bien sûr. Mais l'amour, le cinéma et la musique, c'est une histoire d'amour, et l'amour est un combat. Bien sûr, de tous les jours, de tous les jours. Alors la deuxième partie du film fait la part belle à la Corse, non pas par exotisme, mais parce que visiblement la Corse joue une part importante dans votre vie et dans votre musique. Et j'aurais bien aimé vous entendre sur ce rôle à la fois très important et très spécifique que joue la Corse dans votre musique, voire, pour être plus précis, dans votre imaginaire musical. Vous dites à un moment dans un bar d'Ajaccio absolument splendide, dont il faudra que vous nous rappeliez le nom, on ira y consommer, « Ajaccio a croisé mon intention de devenir compositrice ». Parlez-nous de l'influence de la Corse sur votre création. Oui, c'est le Café Napoléon. Alors, comment vous dire ça ? Voilà, en Corse, je me suis sentie peut-être plus libre qu'à Paris, plus forte. Ma mère était corse. Ma mère, quand on arrivait en Corse, on posait les pieds à Ajaccio, on devenait d'autres personnes. D'ailleurs, mon nom est Thiriet et même mon père disait... Quand on est en Corse, on reprend notre nom de jeune fille et on s'appelait tous les Olivières. Et les Olivières à Ajaccio, à ce moment-là, beaucoup avaient disparu, mais c'était un nom. C'était un nom d'une famille qui avait fait plutôt du bien. Donc, on était respectés, et les enfants sont très respectés en Corse. Donc, ce don que j'avais manifesté dans la région parisienne a été contrôlé déjà par ma grand-tante, qui était religieuse et prof de piano, qui a confirmé à mes parents et à mes grands-parents, vous imaginez. Donc, j'arrive petite, on dit à ma grand-tante qu'il paraît que je suis douée, et on organise un rendez-vous secret où je joue que pour elle au couvent d'Ajaccio. On me dit pas qu'on me teste, ça c'était aussi une éducation, vous savez, de pas raconter aux enfants qu'ils ont des dons pour pas qu'ils se croient. Voilà. Donc, et cette grand-tante écrit à mon grand-père et dit non, mais c'est vrai, le prof a raison, elle a quelque chose. Elle vous a souri. Ah oui. C'est ce que vous dites. Oui, oui. Et puis après, ce grand appartement familial où toutes les générations vivaient ensemble, hein, y avait, et ce salon rouge qu'on voit dans le piano, dans le film, pardon, où il y a le piano avec les candélabres, les ex-voto, voilà.
le portrait de l'arrière-grand-oncle, évêque d'Ajaccio et tout ça, une espèce de mystère, de pompe, vous voyez les rideaux rouges et tout ce piano. Et moi, je trouve des partitions. Et une fois de plus, alors que normalement, une petite fille voilà, qui fait un peu de piano, elle ne se débrouille pas avec tout ça. Moi, je commence à déchiffrer les sonates de Mozart, les sonates de Beethoven, à voir qu'il y avait du Wagner, à me rendre compte que dans cette famille-là ajaxienne, on chante du Wagner. Alors, vous imaginez quand même, j'avais entre 6 et 8 ans. Et je me débrouille avec tout ça et je découvre tout ce que j'aime et je suis toute seule. Parce que dans ces moments-là, moi, j'ai le droit d'y aller dans le salon et pas les autres. Et donc, voilà, c'est une espèce, c'est ça, c'est la vie intérieure. On me laisse développer cette vie intérieure en toute tranquillité, en toute bienveillance. Et toujours pareil, sans trop me pousser pour pas que je me croie finalement. Mais à chaque fois, grâce à ce sourire de cette religieuse, grâce à la manière dont elle m'a adoubée finalement, mes parents laissent la voie musicale s'ouvrir. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je me rends compte que si on m'avait interdit de le faire, ça aurait été horrible, c'était au péril de ma vie. Donc les portes s'ouvrent et petit à petit, je continue cette voie et c'est quelque chose de génial qui m'ont tous et toutes offert, plus ce courage que j'ai en Corse et que j'ai encore. Ce pays qui me donne du courage parce que c'est un pays qui est magnifique. C'est un pays dont beaucoup de gens vantent la beauté des plages ou du paysage. Mais c'est un pays dur. Hein. Quand on y habite avec des routes de montagne comme ici, avec vous êtes à Ajaccio, vous devez aller faire une masterclass à Bastia, vous vous payez 2h30 de tournant. Et s'il faut revenir le soir, enfin voilà. Et loin, la Corse est loin de tout. Et vous voyez, dans ce salon, je me suis rendu compte que dans les années 1900-1920, une famille ajaxienne de la bourgeoisie moyenne, c'est pas de la grande bourgeoisie non plus. Ils ont un piano, ils ont toute la littérature du monde parce qu'il y avait aussi beaucoup de livres. J'ai aussi beaucoup découvert de la poésie, de Dante par exemple, des romans. C'est des insulaires, donc c'est des gens pour qui la culture est primordiale. Se cultiver, obtenir des livres, lire des partitions, il y a une grande richesse intérieure. Bon, j'ai un ami qu'on voit dans le film, le peintre Tony Casalon, qui dit que les Corses ont une mémoire extraordinaire parce que l'imprimerie est arrivée en Corse plus tard. Et vous savez qu'en Corse, il y a des bergers qui récitent de la poésie, qui vous récitent Dante alors qu'ils n'ont pas été à l'école et qui font des joutes qu'on appelle les chiami rispondi, qui sont des batailles poétiques ou avec une poésie mais très simple. Ils se moquent l'un de l'autre, ils se traitent, mais en même temps ils parlent de la beauté du paysage, etc. Et Vocerú, le film le spectacle que je monte dans le film et dont j'ai écrit le livret et la musique, et que vous allez monter où? En Corse, et quand? À l'auditorium de Pigna, dans la saison 2023-2024, et puis j'espère qu'il viendra aussi sur le continent, bien sûr. Mais il a été créé un peu aussi pour cet endroit. En fait, je suis venue en résidence dans cet endroit où j'ai créé un opéra. D'ailleurs, Jérôme a collaboré à la mise en scène de cet opéra qui s'appelait Jour vénitien, qui est une histoire que j'ai découvert en Corse, que Vivaldi, en fait, a donné des cours de musique à des filles. À l'Ospedale della Pietà, où on recueillait les enfants abandonnés. Et les petites filles qui étaient douées pour la musique, on leur faisait faire des orchestres. Et Vivaldi a été leur prof pendant 13 ans. Voilà, donc j'ai construit une fiction sur... voilà. Et cet opéra, je l'ai monté à Pigna, qui est un centre national de création, en pleine montagne. Et on a fait venir Venise... au milieu de la montagne, comme quoi, avec le théâtre, tout est possible. Tout est possible, voilà. comme avec le cinéma, bien sûr. Une fois que j'ai monté ce spectacle, j'ai discuté avec Tony Casalon, qui à l'époque était donc directeur artistique et directeur du centre Voce. Et il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas quelque chose avec la musique corse, puisque tu es corse? Et c'est là où s'est retissé avec la Corse ce lien donc, que je raconte et qui fait partie il y a un truc qui est très angoissant encore, c'est la disparition et la mort. On connaît les rapports de la violence de ce pays, de la violence. Mais il faut comprendre que dans un village, quand le boulanger meurt, il n'y a plus de pain.
Quand l'institutrice meurt, il n'y a plus d'école. Donc, tout un rapport qu'il y a entre la mort et la Corse, où toute vie est très, très importante. Moi, je l'ai vécu parce qu'enfant, j'ai perdu ma grand-tante religieuse, donc vous voyez avec le lien que j'avais, c'était elle qui avait dit que j'avais le droit de faire de la musique, et que j'ai assisté à ce qu'on appelle un lamentu, c'est-à-dire que les vieilles dames des appartements à côté sont venues nous supporter, sa sœur, et moi et mon frère qui étions tout petits, nous supporter dans notre deuil. Et ça, j'ai jamais oublié qu'on puisse chanter, parler d'un défunt pour vous soutenir, vous, dans votre perte. Et quand on est toute petite et qu'il y a des vieilles dames qui vous touchent la tête et qui vous disent « ma pauvre petite, tu as du mal et tu as de la peine et on est avec toi. Et ta tante, elle était ci et ça. » Et commence comme un mal qu'on conjure. Voilà. Et moi, je raconte dans le film que j'ai eu une douleur épouvantable de perdre mon frère. À quel âge ? Il avait à peine 30 ans, voilà, et d'un suicide, donc qui est une mort qui est hyper dure à vivre pour l'entourage, parce qu'il y a évidemment une culpabilité énorme, il y a la sensation de ne pas avoir été là. Et c'est encore en Corse que j'ai rencontré la tradition des chants de deuil, donc les lamentu, les balatas et les voceru. Alors, il nous reste très peu de temps, mais j'ai tellement de questions à vous poser qu'on aurait besoin de rester autour des micros pendant encore 40 minutes. Alors, on va faire vite. Une question de Béotien. En lisant les mémoires de Shostakovich, j'ai appris qu'il ne composait pas du tout avec un piano, moi qui n'y connais rien, ou tout autre instrument, mais en silence, avec un stylo et une portée musicale. C'est comme ça que ça se passe pour vous ? Ah oui, c'est comme ça se passe. Et puis ça se passe tout le temps. Mais en fait, moi, comme je suis pianiste, alors il y en a un autre compositeur, Bartók, parce que quand on écrit sur son papier à musique ou aujourd'hui sur son ordinateur, on appelle ça à la table. Et donc, quand on me demandait à Bartók, est-ce que vous écrivez au piano ou à la table, il disait entre les deux. Voilà. Et moi, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question « Où composez-vous » Et j'ai répondu « Partout, nuit et jour ». Parce que dans ma tête, il y a toujours un coin de musique où Jérôme le racontait « Je n'écoute pas ce qu'on me dit ». D'ailleurs, ma fille, j'ai 4 filles. Ma 3e fille, qui s'appelle Adèle, a trouvé la solution le jour où elle a dit « Ma mère, c'est une super maman, mais elle écoute jamais ce que tu dis parce qu'elle compose. » Et je crois que ce jour-là, parce qu'elle a toujours de la musique dans la tête. Et je crois qu'il y a une partie de moi qui ne fait que composer, c'est comme un moteur intérieur, et que dans les espaces de création, les choses sortent. Et donc, vous ne gardez pas tout ce que vous composez, donc ? Non. Vous faites un montage, non. En fait. Oui, un montage. Mais par exemple, cet après-midi, je vais improviser sur les films d'Alice Guy. Je peux vous dire que depuis à peu près 10 jours, j'ai un tissu musical qui est en marche par rapport à ce projet. D'accord. Alors, oui... au début du film, oui, je crois que c'est plutôt plus ou moins au début du film, on vous voit travailler, justement, vous venez d'y faire allusion, sur une partition sur ordinateur. Est-ce que l'informatique a beaucoup simplifié votre vie de compositrice ? Oh bah oui, carrément. Ah oui. Je vais avoir la dernière fois que j'ai emmené mon matériel d'orchestre, c'est-à-dire mes partitions pour aller enregistrer à Prague, je me souviens, c'était avec un cinéaste qui s'appelle Joël Farge. J'avais ma valise avec toutes mes partitions dedans et il a dit en rigolant, j'espère que ça va pas peser trop lourd et que tu vas pouvoir garder ta valise en cabine. Oui. Aujourd'hui, j'y vais avec une clé USB, quoi. Et je peux avoir une partition avec 32 portées et écrire pour 90 musiciens. Et on s'envoie les trucs par Internet. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré, alors évidemment, c'était le Covid, mais j'ai enregistré toujours pour Joël Farge, un orchestre à Prague. Et moi, j'étais dans ma chambre. D'ailleurs, on voit un bout de cette séance d'enregistrement au début du film. Et moi, j'étais dans mon studio à Paris avec mon casque en train d'écouter. Oui. Non, mais moi, je suis fan. J'ai des confrères et des consoeurs qui ne sont pas d'accord, qui pensent que le crayon et la gomme, c'est mieux. Mais moi, je suis fan. Je vais absolument vous poser cette dernière question. La petite musique que vous avez composée pour votre maman quand vous aviez... 6 ans. C'est une chanson. Et vous n'avez jamais écrit des chansons ? Alors, j'ai écrit des chansons pour des films. D'ailleurs, j'ai eu la chance pour un film d'Agustí Villaronga. C'est Liane Folly qui avait chanté ma chanson. J'ai écrit... ça m'arrive. J'aime bien le faire. Je trouve que c'était une bonne idée. Mais celle-là, vous ne l'y toucherez pas.
Celle que Non. vous avez... Non, c'est sacré. Bah, Ouais. déjà, comme j'ai raconté, moi je pensais que ma mère avait perdu cette partition et quand elle me l'a donnée, des dizaines elle me l'a donnée le jour où j'ai créé mon premier opéra de chambre qui s'appelait Nouvelles histoires d'elle. J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte de ce que c'était qu'une maman. J'étais pas encore, voilà. Bien sûr. Il y a une chose sur laquelle je veux absolument insister. Allez voir ce film. Il est superbe. Il est magnifique. Et surtout, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment comment fonctionne la musique quand il s'agit de l'écrire. Et ce film répond à des tas de questions. Vraiment, il faut aller le voir, absolument. Je vous remercie beaucoup. Et cette interview est magnifique. Et c'est très rare d'avoir des interviews aussi intelligentes. Bah, écoutez, c'est votre avec film. des questions, C'est ouais, votre film c'est vrai, votre film le méritait, hein, c'est tout. Hein. Merci. Merci. C'est tout.